Bonjour à tous, bienvenue à cette édition spéciale du Jury Minute consacrée aujourd'hui aux mesures qui sont entrées en vigueur le 1er octobre. Nous avons tout d'abord une série de mesures issues de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et des obligations et nous avons également une série de mesures issues d'un décret du 17 juillet dernier réformant les recours contre les autorisations d'urbanisme. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Florent Quenin, un de nos formateurs sur les produits juridiques, pour nous parler de ce sujet. Commençons tout d'abord par regarder 5 des articles du Code civil qui ont été modifiés dans le cadre de la loi de ratification et qui ont donné lieu à une modification du closier. Premièrement, l'article 1161 du Code civil en matière de représentation. Regardons comment il était écrit dans sa version en vigueur entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018. Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat, ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul, à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. Regardons maintenant cet article dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre. Deux ajouts essentiels. Tout d'abord, en introduction, on limite cette prohibition à la représentation des personnes physiques, mais également des personnes physiques qui sont en opposition d'intérêt. À quel endroit nos formulaires ont été modifiés? Déjà, dans les mandats en matière de droit des sociétés, nous avons purement et simplement supprimé le paragraphe plurireprésentation qui venait déroger à 1161 du Code civil puisqu'il n'a plus lieu d'être, les personnes morales étant désormais exclues de la prohibition de 1161. Ensuite, le paragraphe qu'on retrouve un peu dans tous les actes, pouvoir dans lesquels les parties donnent pouvoir à tout collaborateur de l'étude pour faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs. Là encore, nous avons supprimé la dérogation à 1161 puisque les parties agissent ici dans un intérêt commun et ne sont donc pas en conflit d'intérêts. Et enfin, le paragraphe plurireprésentation qui lui demeure pour déroger à 1161 qui a été modifié pour tenir compte de cette précision de personnes physiques en opposition d'intérêt. Deuxièmement, l'article 1145 du Code civil et précisément son alinéa 2 en matière de capacité des personnes morales. Cet article disposait, avant l'entrée en vigueur de la loi de ratification, que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet, tels que définis par leur statut, et aux actes qui leur sont accessoires. Regardez dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre, cette référence à l'acte utile à la réalisation de l'objet social a été, et heureusement, supprimée. Dans les formulaires, nous avons modifié au niveau des statuts des sociétés le paragraphe pouvoir pour justement supprimer cette exigence du critère de l'acte utile à l'objet social. Troisièmement, l'article 1117 du Code civil concernant les causes de caducité de l'offre. Cet article disposait, entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, que l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur. Depuis le 1er octobre 2018, le deuxième alinéa a été modifié pour ajouter également le cas du décès du destinataire de l'offre. L'offre est donc également caduque en cas de décès du destinataire de l'offre et d'ailleurs, peu importe si cette offre est faite ou non en considération de la personne du destinataire. Dans nos modèles de promesse d'achat, au niveau du paragraphe durée de la promesse, nous avons ajouté ces cas de figure à la fin. Je vous les lis au terme des dispositions du second alinéa de l'article 1117 du Code civil.
qui vise les personnes physiques, l'offre est également caduque en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ou de décès de son destinataire. Et si l'auteur et le destinataire sont des personnes morales, alors leur disparition, que ce soit par dissolution ou absorption, rendra la promesse caduque. Quatrièmement, l'article 1305-5 du Code civil sur la déchéance du terme. Dans sa version en vigueur entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, il était écrit « La déchéance du terme encouru par un débiteur est inopposable à ses co-obligés, même solidaires ». Et depuis le 1er octobre 2018, nous avons l'ajout « et à ses cautions ». L'article est donc complété, la déchéance du terme profite également à la caution. En conséquence, dans les modèles de prêt, vous trouverez dans la rubrique divers la possibilité d'appliquer l'article 1305-5 du Code civil ou non, la règle étant supplétive. Cinquièmement et dernièrement, l'article 1304-4 sur la renonciation à la condition. Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n'est pas accomplie et depuis le 1er octobre 2018 ou n'a pas défailli. Dans nos modèles d'avant-contrat, au paragraphe conditions suspensives, nous avons bien précisé que la partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d'y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. Voilà ce qu'on pouvait dire des impacts de la loi de ratification, et ce de manière non exhaustive. Et passons maintenant au deuxième volet de la présentation en matière d'urbanisme avec Florent. Florent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et tu as souhaité attirer notre attention aujourd'hui sur le décret du 17 juillet dernier, un décret qui veut limiter les recours abusifs et accélérer le contentieux en matière d'urbanisme. Oui, en effet, donc le 17 juillet dernier est sorti un décret qui est entré en vigueur le 1er octobre 2018 et qui porte réforme sur le contentieux en matière d'urbanisme. Donc ce décret a modifié 5 points importants que je vais vous lister. Il y a l'insertion d'une mention obligatoire au sein des autorisations d'urbanisme, la réduction de 1 an à 6 mois du délai de recours après la constatation de l'achèvement, la délivrance d'une attestation de non-recours, le renforcement du contrôle de l'intérêt à agir, ainsi que la réduction des délais de procédure. Exact. D'ailleurs, si vous voulez approfondir ces 5 mesures que nous avons extraites du décret, vous pourrez les retrouver dans notre dernier article de blog juridique accessible depuis le site internet de Genapi. Et alors, si on remet un filtre, parmi ces 5 mesures, on peut en sélectionner 2 qui vont là avoir un impact sur la rédaction des actes. Oui, tout à fait. Les notaires vont être impactés par 2 points clés de ce décret en matière de rédaction. La première chose, ça sera sur l'attestation de non-recours. Alors cette attestation de non-recours, il faut savoir qu'elle était déjà, il était déjà possible du moins de se la procurer, mais elle n'était pas codifiée. Depuis le décret, elle a été codifiée à l'article R600-7 du Code de l'urbanisme et le notaire va pouvoir demander à la juridiction compétente cette attestation qui va lui permettre de savoir si un recours a été fait et si jamais un recours a été fait, à quelle date il a été formulé. Et ensuite, le décret a également inséré une notion d'autorisation d'urbanisme à caractère définitif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on obtient cette attestation de non-recours, on est assuré d'avoir une autorisation de construire définitive? Alors non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le notaire devra quand même se procurer cette attestation, mais il doit également être vigilant à ce que tous les délais de recours aient été purgés et soient expirés, que ce soit le délai de recours des tiers, le délai de recours de la mairie ou du préfet.
Et en ce sens, il y a eu un aménagement au niveau des courriers et de la trame. C'est-à-dire qu'au niveau des courriers, vous allez pouvoir retrouver, vous les retrouvez d'ailleurs d'ores et déjà, hein, ces courriers, un courrier de demande de délivrance de cette attestation de non-recours à la juridiction compétente. Et ensuite, peut-être vous l'avez également déjà vu, au niveau de la trame, un aménagement où on va pouvoir voir un choix de trame apparaître, attestation de non-recours qui vous sera mentionné. Merci. Et alors, donc, quelle est cette autre mesure où nous pouvons déjà constater dans les matrices une petite modification? Alors, en effet, il y a aussi une deuxième mesure qui, elle, va concerner la réduction du délai de recours. C'est-à-dire que avant le décret, le délai de recours pour agir à compter de la constatation de l'achèvement était d'1 an. Avec le décret du 17 juillet, il a été ramené à 6 mois. Et comme tu l'as dit, effectivement, dans les trames, on voit un aménagement puisqu'on va pouvoir voir au niveau de la clause du permis de construire que le délai pour agir n'est plus d'1 an, mais est désormais de 6 mois. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup Florent pour ta participation. Et vous aurez le plaisir de retrouver Florent chez vous en études, puisque Florent est formateur sur les produits juridiques et particulièrement dans la région sud-est. C'est ça. Merci. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis rendez-vous au prochain Jury Minute de novembre. Bonne journée.